Vous êtes de retour sur le plateau de l'Africa Newsroom. Un nouvel invité nous a rejoint, Kane Hamidine, docteur en économie. Soyez le bienvenu. Merci. Et nous sommes toujours en compagnie d'Amandine Nyonguenon, chercheur et politologue, ainsi que notre éditorialiste Alfred Chango. Ouvrons notre dossier du jour. Une nouvelle conception de la sécurité se met en place en Afrique. Pour Nkosazana Dlamini Zuma, présidente de la Commission de l'Union africaine, il ne sert à rien d'investir des milliards de dollars dans les armées. Voyons les précisions de Paul de Singwe. La sécurité sur le continent africain passe par l'amélioration des conditions de vie des populations. C'est la nouvelle vision sécuritaire de l'Union africaine. Une stratégie appelée Africa 2063, prônée et défendue par Dlamini Zuma, présidente de la Commission de l'Union africaine. Ce projet a pour objectif de faire de l'Afrique le plus grand pôle de développement du monde sur les 50 prochaines années. Nous travaillons actuellement à la mise en place de ce que nous avons appelé Africa 2063. C'est-à-dire notre vision stratégique pour l'Union africaine pour les 50 prochaines années. Nous voulons une Afrique prospère, en paix, et que notre continent ait son mot à dire dans les débats internationaux. Peace with itself and playing a critical role in global affairs. Le projet Africa 2063 offre une place importante à l'agriculture et à la sécurité alimentaire. Grâce à la mise en œuvre d'un plan d'action pour le développement de l'agriculture et la mise en place d'un guide de recommandations, les États sont désormais encadrés dans leur politique agricole. L'autre défi, c'est la standardisation du secteur agricole, car quand vous générez de la valeur ajoutée, vous devez être conforme à certaines normes. Pour le moment, les importations concurrencent les produits locaux, mais avec le temps, la tendance s'inversera. La déclaration de Maputo de 2003 préconise de consacrer 10% des dépenses publiques des États africains au développement agricole. Un moyen pour l'Union africaine d'encourager ses pays membres à se lancer dans une agriculture industrielle. C'est dans cette optique qu'en Afrique, plusieurs pays ont créé ces dernières années des mécanismes pour passer de l'agriculture de subsistance à une agriculture productive. C'est le cas du Cameroun, notamment avec la mise en place en janvier 2013 de la Rural Financial Corporation. Une banque agricole dont le but est de financer la mise en œuvre de la nouvelle politique agricole du pays. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est d'organiser la population du Cameroun pour qu'elle prenne l'agriculture comme un secteur d'enrichissement. Nous voulons produire. On a dépassé le stade de subsistance. Comment saisir cette opportunité pour que la production agricole au Cameroun devienne une production qui, comme on dit ailleurs, agri-business. Nous voulons faire de l'agriculture un grand business et nous avons cette capacité-là. Mais comme je disais, actuellement, nous sommes en train d'organiser l'entrée du Cameroun dans le monde agricole qui fait de l'argent. La nouvelle vision sécuritaire de l'Union africaine s'attaque également à la problématique de l'emploi sur le continent. Elle oblige les États membres à adapter leur formation en fonction des besoins du marché. Les pays développés, la part de la formation professionnelle et technique dans l'ensemble de l'enseignement est de 60%. Or, aujourd'hui au Niger, la part de l'enseignement professionnel et technique par rapport à l'ensemble de l'enseignement est de 8%. Notre objectif pour les 5 prochaines années, c'est de porter la part de l'enseignement professionnel et technique de 8% aujourd'hui à 25%, soit une progression moyenne de 4% chaque année, parce que le Niger a besoin d'ouvriers spécialisés, le Niger a besoin de cadres moyens, et c'est dans ces domaines-là que nous allons investir. La sécurité militaire n'est pas du reste dans le programme Africa 2063. Dans un souci de règlement des crises continentales par une solution africaine, l'UA s'emploie à mettre en place depuis 2002 la FAA, la Force africaine en attente. Elle sera dotée de 32 500 membres civils et militaires issus des 5 régions du continent.
Prévue pour 2015, sa mise en place connaît quelques retards liés aux moyens stratégiques nécessaires pour son fonctionnement. La force africaine en attente suit le processus de sa mise en place. Il faut reconnaître que c'est une force qui doit être mise en place de façon graduelle, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une mutualisation des forces des États membres, d'abord à l'échelon régional qui peut intervenir en cas de situation de crise avec un mécanisme de coordination au niveau continental. Émergent alors des problèmes d'ordre logistique et financier. Et c'est ce que nous sommes en train d'essayer de transcender en proposant l'idée d'une force d'intervention rapide ou d'une capacité d'intervention rapide. La nouvelle vision d'émergence dictée par l'Union africaine commence à porter ses fruits. Elle a notamment permis à plusieurs pays africains de se doter, entre autres, d'un système de couverture en maladie universelle. Kane Hamidine, que pensez-vous de ce projet Africa 2060 ? Il vise loin, mais est-ce qu'il ne faut pas y aller aussi un peu étape par étape ? Oui, à mon avis, il faut y aller étape par étape parce que 2063, c'est excessivement loin. Et puis moi, je crois qu'il y a des priorités quand même qu'il ne faudra pas sous-estimer. L'une des priorités essentielles pour l'Afrique, et puis c'est la sécurité. Ça veut dire qu'il faudra qu'il y ait la sécurité, la paix et la démocratie. C'est ça qui va engendrer le développement. Sans ces trois axiomes, le développement est impossible. Sous-estimer la sécurité en misant plus particulièrement sur, par exemple, le développement, l'investissement dans les autres secteurs, c'est très important, mais il faudra se dire qu'il y a des choses qu'il ne faudra pas sous-évaluer. Par exemple, l'exemple du Mali est en train de nous le montrer. Parce que lorsque le Mali a été attaqué, les pays africains ont mis énormément de temps à réagir, surtout l'Afrique de l'Ouest. Et puis, je crois que l'ECOMOG devait réagir en temps et en heure avant d'attendre l'arrivée des troupes françaises. Parce que si la France n'était pas intervenue, il faudra savoir que le Mali n'existerait plus à l'heure actuelle. Et puis, si le Mali était tombé, c'est tous les pays qui sont alentours qui vont aller tomber. Le Sénégal allait tomber, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Burkina Faso et le Niger allaient tomber. Donc, il faudra prendre en compte justement ces axiomes. Ça veut dire la poussée djihadiste est en train de tout mettre en œuvre pour que l'Afrique, justement, n'ait pas cette ambition d'être le continent de l'avenir. Et ça, il faudra que les Africains ouvrent les yeux et disent que le djihadisme, c'est l'une des plus grosses plaies que l'Afrique doit affronter à l'heure actuelle. Alors, vous donnez l'exemple du Mali. Amandine, quel regard avez-vous porté sur la façon dont cette crise malienne a été gérée par l'Union africaine ? Écoutez, ce que je constate, c'est, je pense que les observateurs extérieurs ont dû se perdre dans un ensemble d'acronymes. On est passé de la force africaine en attente de la CEDEAO, la FAC, à la MISEMA, à la MISMA, pour finalement aboutir à la MINUSMA. La lecture que je fais de cette gestion par l'Union africaine, c'est que tout ce qu'annonce la présidente de la Commission est très intéressant, mais comme vous dites, faisons étape par étape. Pour le moment, ce qui est clair, c'est que l'Union africaine a des ambitions qui sont très élevées, mais elle n'a pas les moyens de les honorer. Le manque de capacité, aujourd'hui, on parle de la force africaine en attente, est flagrant. Pourquoi est-ce que la France est intervenue ? Parce que très clairement, les États africains ont les prétentions de mettre en place une force africaine en attente, une CARIC maintenant, mais de quels moyens disposent-ils ? De quels moyens les armées africaines disposent-elles ? Donc, est-ce qu'il ne serait pas déjà temps pour l'Union africaine de faire un bilan en temps réel des différentes capacités nationales pour ensuite pouvoir savoir sur quels États on s'appuie, qui a les moyens. Une chose toute bête, on vous dit intervention rapide, les moyens de projection, les États ne les ont pas. Comment voulez-vous intervenir rapidement alors que vous n'avez pas les moyens de projeter vos troupes sur le sol ? Au Mali, les contingents tchadiens sont venus à pied. Voilà, ce genre, pour vous donner le type d'exemple. Donc, des ambitions, une approche globale, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Maintenant, faisons les choses à la mesure des moyens et essayons peut-être de voir comment l'Union africaine peut peut-être baisser un minimum son ambition politique avec les moyens dont elle dispose. Alfred, l'Union africaine doit-elle revoir ses ambitions après les analyses de nos invités ? Mais Sandra, naturellement, c'est-à-dire que jusqu'à présent, l'Union africaine a toujours fonctionné au fond sous le signe de l'incantation, avec des très bonnes intentions, des projets fort louables, mais a toujours péché au niveau des moyens. Les exemples qui ont été évoqués ici le prouvent à merveille. Je pense effectivement qu'il y a un impératif catégorique, l'impératif de la sécurité.
Si vous n'arrivez pas à assurer la sécurité de chacun de ces États-là au plan militaire, bien sûr, vous ne pouvez pas arriver, et donc au plan militaire, au plan de la paix, vous n'arriverez jamais aux autres étapes justement de ce projet de développement de l'Afrique. Ça, c'est très important. On a vu d'ailleurs que des initiatives existent encore. Ce qu'il faut rappeler ici, la mise en place du RECAMP, par exemple. La politique décidée par la France en accord avec l'Union africaine et les Nations unies pour renforcer les capacités d'intervention pour assurer le maintien de la paix en Afrique par les armées africaines. L'Africa Command des Américains. Tous ces dispositifs travaillent en synergie, mais on a vu dans le cas du Mali l'incapacité justement à pouvoir structurer tout cela pour contrer les djihadistes. Donc l'impératif de la paix est nécessaire. Et c'est vrai qu'on peut dire, oui, consacrer moins de moyens à ces questions de sécurité pour les déployer vers des questions de sécurité alimentaire, sécurité sanitaire, éducative, etc. Je pense qu'il faut... tout se tient. Tout se tient. Si on part vraiment par la sectorisation, alors on n'arrivera pas à atteindre ces objectifs-là. L'une des ambitions de l'Union africaine, c'est que le continent ait son mot à dire dans les débats internationaux. Quel mécanisme mettre en place pour y arriver ? Moi, je crois que l'Afrique, par son organisme ou sa commission de l'Union africaine qui siège à Addis Abeba, je crois à son mot à dire. Mais il faudra que les Africains puissent parler d'une seule voix. Justement, les Africains ne parlent pas d'une seule voix à l'heure actuelle parce qu'il y a des tiraillements, il y a un leadership qui essaie de se faire, mais on ne le trouve pas. Je crois que la régionalisation, par exemple, ça veut dire il y a dans chaque région d'Afrique, il y a justement des leaderships. Ça veut dire que ce soit au Maghreb, c'est par exemple l'Algérie, par exemple dans le cadre de la CEDEAO, c'est le Nigeria, par exemple dans la Corne de l'Afrique, c'est par exemple l'Éthiopie, en Afrique australe, il y a par exemple l'Afrique du Sud. Je crois qu'il y a certains pays qui peuvent, par exemple, essayer de regrouper toutes ces voix, essayer de former par exemple 5 pays ou 6 pays qui feront de sorte à ce que l'Afrique puisse parler d'une seule voix. Mais si on décide à l'heure actuelle avec ce que dit Madame Zuma par exemple, essayer de faire de sorte à ce que ce continent en 2063 soit par exemple un continent à forte potentialité, les fortes potentialités existent. Mais il faudra que les Africains puissent unir leurs forces et puis aller de l'avant en se concertant davantage. La concertation n'existe pas à l'heure actuelle au niveau africain. Alors il y a différentes formes de sécurité. Au niveau alimentaire, par exemple, chaque pays devrait consacrer 10% de son budget à l'agriculture. Qu'en est-il concrètement, Amandine? Y a-t-il des bons et des mauvais élèves? Sur cette question, c'est vrai que c'est difficile, je dirais, finalement, d'évaluer. Comment fait-on, comment calcule-t-on déjà ce fameux pourcentage? C'est une fois de plus un bel effet d'annonce, mais concrètement, comment est-ce qu'on arrive à évaluer la mise en application? Quelles personnes sont formées pour pouvoir le faire? Donc tous ces éléments-là, une fois de plus, ça part d'un constat qui est un constat général, de dire la question, le rapport à la terre est important. Les questions foncières aussi sont essentielles. Donc la question du développement, et là je pense que c'est un grand pas en avant qui est fait, c'est de sortir de cette question du débat sécurité, développement, mais sécurité entendue uniquement dans un sens militaire, strict, pour essayer de prendre en compte toutes les variables qui, elles aussi, ont une composante à jouer dans ce qu'on maintenant on met en avant, c'est-à-dire la prévention des conflits. Alors, sur ce point alimentaire, faire de l'agriculture un secteur d'enrichissement, c'est la mission du Cameroun. Pourtant, c'est un domaine qui attire peu les investisseurs. Comment expliquer ce paradoxe, Alfred? Ce n'est pas tellement la question de l'attraction des investisseurs. C'est d'abord l'absence de véritable politique agricole nationale dans chacun des États africains. C'est à partir de ce niveau-là qu'il faut commencer. Une politique agricole digne de ce nom
suppose effectivement qu'il y ait des banques, des investissements agricoles, qu'il y ait une fiscalité qui permette la création de l'agro-industrie, d'aide aux agriculteurs, la formation des jeunes qui pourraient naturellement travailler dans ces industries-là, et puis avoir une autre vision, parce qu'aujourd'hui, les économies, l'agriculture africaine a continué à fonctionner sur le mode de l'agriculture coloniale, autour des grands produits à l'exportation, le cacao, le café, le riz, etc. Et on a laissé de côté justement d'autres secteurs qui pouvaient constituer déjà des éléments de la sécurité alimentaire au niveau de chaque État, et puis au niveau des régions justement constituées comme ça, des marchés régionaux où il y aurait cette intégration agricole, mais donc la constitution de ces marchés qui permettrait l'évacuation des produits d'un État à l'autre, etc. Or, il y a absence de ces politiques-là. Il y a quelques années, je crois, il y a un chef d'État qui rappelait, il dit, mais au fond, il y a, par exemple, le problème de déficit de viande. Il y a des cheptels de bœufs dans au Mali, par exemple, au Niger, etc. Mais il est plus facile d'acheter de la viande en provenance d'importer de la viande de l'Europe que d'acheter en Afrique de l'Ouest, même parce que les coûts sont extrêmement chers. Donc ça veut dire qu'il faut organiser des marchés à ce niveau-là, des politiques qui vont vraiment véritablement dans le sens de la promotion de l'agriculture véritablement, avec les éléments que j'ai évoqués, pour arriver justement à avoir des agro-industriels. Kenya Midi, vous voulez réagir? Oui, je voulais réagir pour dire qu'il faudra que les Africains fassent beaucoup attention au point de vue agriculture, parce que je crois qu'à l'heure actuelle, on est en train de parler de l'agriculture dans le domaine au point de vue international, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de grosses multinationales qui veulent investir en Afrique. Mais cet investissement, c'est au détriment justement des petits agriculteurs africains. On est en train de reprendre leurs terres au détriment de ces multinationales. Justement, c'est des problèmes qui, à terme, vont créer énormément de tensions dans les pays concernés. Par exemple, on a vu ce qui s'était passé, par exemple, à Madagascar, oui, où on avait donné à la firme Daewoo 900 millions d'hectares. 900 millions d'hectares, ça veut dire pour 90 ans. Pour 90 ans. Ça se passe aussi, par exemple, dans des pays du Sahel. Par exemple, la boucle du Niger, le Mali voulait le faire au temps de Amadou Toumani Touré avec d'autres firmes. Par exemple, en Mauritanie, il y a les Saoudiens qui sont en train de prendre plus de 50 000 hectares, alors que les Mauritaniens n'arrivent même pas à cultiver leurs terres. On est en train de donner des terres des Africains à des multinationales, alors que ce n'est pas normal. Les Africains doivent avoir, le problème domanial doit être résolu d'abord en Afrique. Est-ce que ce n'est pas à chaque État aussi de réglementer ces partenariats? Absolument, mais les États doivent réglementer, mais ils doivent résoudre d'abord le problème domanial en Afrique. Si ce n'est pas résolu, c'est des tensions énormes. Et puis il y aura, parce qu'on sait que les terres ont toujours été des problèmes de tension en Afrique. Donc il faudra résoudre ça et puis ne pas donner les terres africaines parce que les Africains n'arrivent même pas à se nourrir par eux-mêmes. Si on commence à donner des terres à des multinationales qui vont faire de la monoculture pour, par exemple, des industries européennes ou bien nord-américaines, ça, ce serait la pire des catastrophes en Afrique. Sur le plan éducatif, on a entendu parler de la problématique de l'emploi. Faut-il repenser, selon vous, le système éducatif en Afrique ? Il faut repenser le système éducatif dans le sens où il faut voir quels sont les débouchés. Mais c'est un problème qu'on a, je dirais, quelque part, y compris en Europe. C'est-à-dire que finalement, on permet à un certain nombre d'étudiants de commencer des formations sans même savoir si à l'issue de cette formation, ils vont trouver du travail. Donc on a fait un bond énorme en termes d'éducation. Je me souviens encore de tous les discours qu'on entendait il y a 20, 30 ans en disant il faut absolument éduquer les jeunes Africains. Maintenant, je dirais c'est presque plus un problème dans la plupart des États. Aujourd'hui, l'accès à l'éducation est entré dans les mœurs. Maintenant, la question qui se pose, c'est de savoir avec ces diplômes-là, qu'est-ce que les jeunes peuvent faire? Quels sont les débouchés qu'ils peuvent obtenir? Et ça, on rejoint la question tout à l'heure de cette jeunesse un peu révoltée. C'est déjà le premier élément qui est central. Ils sont comme tous, que vous soyez un jeune Africain, un jeune Asiatique ou un jeune Européen. La seule chose qui vous intéresse, c'est d'avoir les moyens suffisants pour pouvoir faire ce que vous aimez, sortir avec vos amis, avoir une famille et donc pouvoir vous projeter. Donc la question de l'éducation est directement liée à la question de l'avenir de la jeunesse, à la manière dont elle se projette
faite et du coup à la confiance qu'elle a dans son pays lui-même. En quelques mots pour conclure ce débat, quelles avancées notez-vous tout de même sur le continent ? Énormément. C'est vrai que c'est toujours pareil. Vous avez on va vous dire, vous avez les afro-optimistes, les afro-pessimistes, vous avez les afro-réalistes. Moi, je suis plutôt une réaliste. Je considère qu'il y a énormément d'avancées qui ont été faites. On pourra toujours dire qu'il y a des conflits, qu'on continue à avoir de la pauvreté. Maintenant, quand vous regardez l'énergie, tout cet investissement, tout ce qui est en train de se mettre en place en Afrique, je pense que véritablement, l'Afrique est le continent de l'avenir. Merci, messieurs, dames. Voici le rappel des titres évoqués un peu plus tôt dans cette émission. Forum de l'African Development Days, organisé par Africa 24. Parmi les sujets évoqués ce jeudi à Paris, la stabilité du continent. Certains experts ont noté la diminution des conflits interétatiques. En revanche, ils soulignent le développement d'autres formes de conflits. Et puis utiliser les richesses du continent pour combattre la pauvreté, telle est l'ambition du président guinéen Alpha Condé. Il invite ses homologues africains à mettre en place des politiques en ce sens pour lutter contre les mouvements islamistes. Amandine Yonguenon, merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes chercheur et politologue. Merci. L'Africa Newsroom continue après la pause à suivre notre volet économique. À tout de suite.